donc c'est tout à fait normal que je ne sois pas en plein écran dans la mesure où c'est le support qu'on va utiliser. Bien, donc l'enregistrement a commencé, donc on va commencer par la question des agents contractuels de droit public. Donc, on a un décret qui est paru, qui modifie le décret 9155, et ça va me permettre de revenir un petit peu sur différents points et sur des éléments de jurisprudence qui me semblent importants pour la gestion de cette partie d'agents qui représentent aujourd'hui entre 20 et 30% hein, de l'emploi public, plus particulièrement dans l'hospitalière, à peu près. Hein. C'est des chiffres déclaratifs, donc c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir ces textes-là. Enfin, c'est la réalité pratique de terrain. Donc, premièrement, sur les agents contractuels, quelques modifications, ce que j'ai appelé les principes généraux. Donc, des éléments de process assez basiques qui sont le renvoi au Code général de la fonction publique, hein, rentré en vigueur l'année dernière, en mars dernier. L'harmonisation des compétences des commissions consultatives paritaires avec celle des commissions administratives paritaires en grande partie. Vous avez eu les élections professionnelles, les établissements supports de votre département ont dû mettre en place ou vont mettre en place à l'issue de ces élections les commissions consultatives paritaires qui ont un rôle important en matière de gestion des agents contractuels de droit public et le fait de rendre directement applicables les garanties prévu par le Code général de la fonction publique en matière de discrimination, ce qui me permettra rapidement de revenir sur la notion de discrimination qui est un enjeu aussi important et qui est souvent une notion qui est mal comprise. Alors, petit rappel, et c'est sur les cas de recours aux agents contractuels de droit public. Donc, quand j'ai recours à un agent contractuel de droit public, je dois avoir un motif. Et ça, c'est très important, le motif, parce que c'est le motif de recrutement sur le poste identifié comme nécessitant le besoin d'avoir recours à un agent contractuel de droit public, qui va venir déterminer différents éléments, notamment la possibilité ou non de renouveler le contrat, sachant qu'on a une jurisprudence hein, qui se développe pas mal autour de cette notion de refus de renouvellement de contrat. Donc le motif de recrutement est un point central hein, de l'acte de recrutement. Donc on a premièrement les besoins qui sont les besoins permanents sur des emplois permanents. En théorie, on a trois types de besoins. On a premièrement l'absence de corps de fonctionnaires. Donc j'ai mis les références du Code général de la fonction publique. Hein. Les compétences nouvelles prises en charge par l'établissement ou les compétences nécessitant des techniques particulières, un niveau de compétences particulier. Et puis les besoins permanents à temps non complet, inférieurs à 50%, sachant que pour des besoins permanents à temps non complet, dans certains types de corps de fonctionnaires, on a la possibilité d'avoir le fonctionnaire à temps non complet sur une quotité qui oscille entre 50 et 70%. Alors il faut bien faire la différence entre la notion de temps non complet et la notion de temps partiel. Hein. Le temps partiel, c'est une modalité d'exercice des fonctions sur un temps complet, alors que le temps non complet, c'est que j'ai un besoin qui, par nature, est un besoin qui n'est pas de 35 heures par semaine ou de 1607 heures par an. D'ailleurs, on peut tout à fait, hein, notamment pour répondre à des besoins de remplacement constants, faire appel à des besoins permanents à temps non complet quand on arrive à avoir une vision de l'absentéisme dans l'établissement et donc des besoins en termes de remplacement. Donc ces références sont modifiées par le dernier décret qui modifie le décret 9155, avec pour tous ces besoins permanents, pas de changement hein, sur la question du CDI, toujours la possibilité de donner sur ces motifs-là un CDI immédiatement ou un CDI de droit après 6 ans chez le même employeur, sur un emploi de même catégorie hiérarchique, à partir du moment où il est sur un besoin permanent. Ensuite, on a les besoins qui sont, eux, temporaires.
Donc, on va avoir l'accroissement saisonnier et temporaire d'activité, donc 6 mois sur 12, 12 mois sur 18. Donc là, pas de changement sur les durées, simplement un renvoi à l'article L132-23-1 et -2 du Code général de la fonction publique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez renouveler les contrats des agents, il serait de bonne loi de modifier la référence législative au motif de recrutement des agents contractuels de droit public, sachant que le principe, emploi civil permanent égale fonctionnaire, est un principe qui reste appliqué. Pas de modification ni par la loi de transformation de la fonction publique et encore moins par la mise en œuvre du Code général de la fonction publique. Ensuite, on va avoir les besoins qui sont des besoins temporaires sur des emplois permanents. On en a deux. Premièrement, c'est la vacance de poste. Donc, j'ai un fonctionnaire titulaire qui quitte l'établissement de manière temporaire ou définitive, mais dans le cadre d'une dispo, dans le cadre d'un détachement ou d'une mise à la retraite ou d'un changement d'établissement. Si je n'arrive pas à trouver un fonctionnaire titulaire, j'ai la possibilité de pouvoir, au titre de l'article L332-20, recruter un agent contractuel pour faire face temporairement à cette vacance de poste pendant une durée d'1 an, renouvelable dans la limite de 2 ans, donc 2 ans maximum. Et enfin, j'ai le remplacement momentané d'un agent. Alors, le code précise 2 motifs de recrutement sur ces besoins de remplacement. Le remplacement d'un agent à temps partiel et le remplacement d'un agent en raison d'un congé. Donc L332-19-1 et 2, des motifs qui permettent de signer un contrat sur la durée de l'absence de l'agent. Et c'est important parce que quand je recrute un agent contractuel de droit public sur un motif de remplacement, tant que l'agent est absent et que les nécessités de service le rendent nécessaire, je dois quasiment renouveler le contrat de l'agent, sauf si je le fais si je refuse le renouvellement pour un élément lié à l'insuffisance professionnelle de l'agent ou un comportement fautif. Ce sont des décisions, et on en reparlera au titre de la discipline, ce sont des décisions qui sont prises en considération de la personne et on a toute une jurisprudence qui se construit autour de cette notion-là où lorsque j'ai une décision prise en considération de la personne, je dois rappeler à l'agent les droits de la défense au titre de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc c'est vraiment très très important de bien avoir le motif de recrutement, sachant que le juge administratif n'est pas dupe et que en cas de contentieux, il n'hésite pas quand il constate que le motif de recrutement d'un agent contractuel de droit public ne correspond pas à la réalité des besoins, il n'hésite pas à requalifier le besoin. On a même des jurisprudences un peu plus anciennes, mais qu'on retrouve en première instance, où le juge a requalifié des pseudo-besoins de remplacement. C'est-à-dire que au final, il considère qu'un agent qui est recruté sur un besoin de remplacement, mais pendant plusieurs années, sur des emplois de même nature, eh bien, l'agent n'est pas recruté sur un motif temporaire, sur un besoin temporaire de remplacement, mais il est recruté sur un besoin permanent structurel de remplacement. Donc le juge y va jusqu'à cette finesse-là pour aller apprécier si oui ou non on est bien face à un besoin de remplacement ou un besoin de remplacement, un besoin permanent déguisé en besoin de remplacement. Alors, donc modification des bases législatives. Deuxième élément, l'harmonisation des compétences des CCP. Donc pour rappel, les commissions consultatives paritaires sont les organes de représentation des agents contractuels de droit public qui vont se poser des questions qui sont des questions individuelles des agents. Et on a un élargissement des compétences. Je fais des petits tableaux de récapitulation de ces différentes compétences. Premièrement, pas de changement, toute décision de licenciement intervenant après la période d'essai doit être précédée de l'avis de la commission consultative paritaire, tout comme toute sanction autre que le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions. Exclusion temporaire des fonctions, on y reviendra, qui est une nouvelle sanction disciplinaire que je peux infliger à un agent contractuel de droit public qui aurait commis un manquement à ses obligations.
la CCP est aussi compétente pour connaître des décisions refusant certains congés liés, liés aux conditions d'exercice des fonctions et à la formation. Donc, elle peut connaître les décisions refusant le bénéfice d'un congé de formateur des cadres animateurs de la jeunesse et tous les litiges liés aux conditions d'exercice du temps partiel. Le temps partiel, les contractuels de droit public à temps complet ont des droits à temps partiel équivalents à celles des fonctionnaires dans le cadre du décret de 82 et un refus d'exercer des fonctions à temps partiel pour un motif qui est lié aux nécessités de service et dans le cadre de temps partiel sur autorisation. Ce refus de temps partiel, premièrement, doit être précédé d'un entretien et deuxièmement, peut faire l'objet d'une saisine de la commission consultative paritaire. Il en est de même pour les décisions refusant la mobilisation du CET et tout ce qui va être mis en place du télétravail dans le cadre de l'accord ou de la décision de gestion qui a été mise en place par l'employeur. Et enfin, en termes de gestion au quotidien, eh bien, la CCP peut connaître des contestations du compte-rendu de l'entretien professionnel qui doit être réalisé pour les agents contractuels de droit public, avec des effets qui ne sont pas ceux de l'avancement, puisqu'un agent contractuel de droit public n'est pas titulaire d'un échelon et d'un grade, mais qui sont des éléments qui vont permettre de déterminer le choix dans l'évolution de la rémunération de l'agent. On y reviendra rapidement tout à l'heure. Laurent? Oui. Nous avons 3 petites questions dans Je le t'écoute. chat. Alors, nous avons une question de madame Moulet qui demande s'il y a une obligation de recruter et d'intégrer dans la FPH dans le cadre des vacances de poste après le délai du contrat. Alors, le contractuel, pas du tout. Normalement, le délai le temps laissé de 2 ans pour au motif de la vacance de poste, c'est le temps que l'employeur aurait pour trouver un fonctionnaire ou pour organiser un recrutement par concours. Mais un agent contractuel qui était recruté sur une motif de vacance de poste, qui se présenterait à un concours ou un recrutement sur titre sans épreuve, n'aurait pas plus de droits à être mis en stage qu'un Pékin qui passe et qui postulerait également. Ça, c'est la théorie. Après, en pratique, je suis bien conscient que les employeurs publics peuvent, dans ce cadre-là, promouvoir plutôt leurs agents plutôt que quelqu'un qui vient d'arriver. Plein de raisons et qui sont tout à fait légitimes. C'est aussi d'ailleurs la limite de tout ce qui va être les accords du Ségur de la santé qui nécessitent qui demandait à ce qu'on mette en place des plans de titularisation. C'est bien gentil de mettre en place un plan de titularisation, mais est-il légal de faire un plan de titularisation que pour les contractuels de l'établissement? À mon sens, non. On a eu des dispositifs transitoires qui étaient la loi Sauvadet, mais ce n'est pas quelque chose qui a été relancé. Deuxième question, Jenna. Alors, dans un contrat où est écrit sur quotité d'agent malade, sans que ce soit précisé le nom de l'agent, le contrat du coup ne serait pas conforme? Oui, c'est ça. Il faudrait mettre le nom de l'agent remplacé. Et ça, c'est très OK. important parce que quand on arrivera quand l'agent remplacé revient, j'ai un motif pour refuser le renouvellement du contrat. Sachant que un agent contractuel n'a pas un droit pas le droit à un renouvellement de son contrat, mais la conséquence de ce que je viens de dire, c'est simplement que je n'ai pas besoin de motiver la décision, mais pour autant, je dois pouvoir la motiver si d'aventure l'agent ou le juge me demande la raison pour laquelle on a refusé le renouvellement du contrat. OK, et ensuite une question sur, l'enchaînement des contrats CDD pendant 3 ans. Doit-on avoir un préavis et de combien de temps si oui? Alors, l'enchaînement des contrats, déjà, il faudrait que pour répondre clairement à la question, il faudrait que je connaisse le motif. Est-ce que je peux renouveler le contrat? Là, tu me parles du préavis en matière de renouvellement. Moi, alors il faudrait que Nathalie, Ça Russica, dé tu précises un peu plus. ça dépend de la durée d'emploi dans, dans l'établissement. 8 jours, 1 mois ou 2 mois en fonction de l'ancienneté de l'agent, donc plus de 2 ans, on est sur 2 mois. Après, quel est l'impact du non-respect du préavis, dans le cadre d'un renouvellement de contrat? L'impact, il n'y en a pas sur la légalité du refus de renouvellement de contrat. Par contre, ça peut permettre de faire un recours pour demander des dommages et intérêts, si l'agent, apporte la preuve
qu'il a subi des préjudices du fait de l'absence d'information de l'employeur, de la notification de la décision de refus ou non de renouvellement de contrat. Hein. Ça n'a pas d'impact non plus aussi sur les ARE, c'est-à-dire qu'il y a des employeurs qui me disent ouais mais j'ai pas proposé à l'agent un renouvellement et du coup il me demande le chômage alors que parallèlement il a dit qu'il ne voulait pas continuer à travailler. Sur ce plan-là, eh bien, c'est au juge, c'est le juge qui va apprécier in concreto, vraiment de manière très pratique, si oui ou non le refus de renouvellement de la part de l'agent est une perte volontaire ou involontaire d'emploi, nonobstant l'existence d'une proposition de renouvellement de contrat. Est-ce que c'était tout, Jenna? Alors, ce Oui. qu'on va faire, parce que je vois que les questions commencent à arriver en flux massif, ce que je vous propose, pour que Florent puisse tenir son timing aussi et qu'on tienne dans les 2 heures, qu'on puisse dérouler l'ensemble des éléments. Vous allez nous mettre dans le chat l'ensemble des questions qui vous font réagir et nous les soumettrons à Florent où il nous apportera une réponse complémentaire et vous les aurez en fait de manière un peu plus formalisée après le webinaire. Du coup, comme ça, au moins, n'hésitez pas à formuler vraiment vos questions de manière plus précise. Comme ça, voilà, Florent pourra répondre plus correctement à vos interrogations et on pourra voilà, continuer le webinaire et Mais sans prendre trop de temps. Ça te n'hésite va, pas, Florent? Jenna, à me poser des petites questions de temps en temps quand tu en Ouais, vois une qui te paraît intéressante pour faire vivre un ça petit peu marche. la chose. Ça Alors, roule. autre compétence concernant les CCP, donc liées aux droits syndicaux. J'ai besoin de l'avis préalable de la CCP en cas de non-renouvellement de contrat d'agent investi d'un mandat syndical. Donc ça, il n'y a pas de nouveauté. Par contre, ce qui est nouveau, c'est les décisions qui refusent un congé de formation syndicale avec traitement et les décisions qui refusent un congé pour formation des élus du CSE, qui est donc de durée de 5 jours au cours du mandat, pour les agents contractuels de la République, comme pour les fonctionnaires en lien de CAP. Et de manière générale, elle doit examiner aussi toutes les décisions de refus liées à la formation, que ce soit CPF, que ce soit une période de professionnalisation, que ce soit la dispose d'engagement de servir ou les actions préparatoires à un concours administratif. Donc on a comme pour les CAP d'ailleurs, une extension des compétences de la CCP liées aux formations, liées à la formation, en contestation préalable non obligatoire des décisions de l'employeur. Troisième principe général, c'est l'application en matière de discrimination des garanties prévues par le Code général de la fonction publique. Alors, à ton avis, Jenna, c'est quoi une discrimination? Moi, tu sais, j'ai pas de compétences RH. Alors, pour moi, une discrimination, ça serait quelque chose qui serait pas juste. Enfin, en tout cas, dans des critères Mmh. réglementaires, légaux. Le Oui, alors sexe, le handicap, mmh, ça, c'est une discrimination pour moi. alors, c'est que une partie, un tiers de la définition de la discrimination et souvent on parle de discrimination là où il y en a pas et on n'en parle pas là où il y en a. Donc la discrimination déjà c'est une définition législative, hein. C'est, la loi de 2008, hein, qui a, déterminé la notion de discrimination avec 3 critères. C'est premièrement un traitement moins favorable entre 2 personnes qui sont placées dans une situation comparable. Donc déjà, premier critère. Deuxième critère, il faut que ce traitement-là soit fondé sur un motif prohibé par la loi. Donc j'ai une liste d'éléments qui sont des éléments discriminatoires. Et troisièmement, dans un domaine déterminé par la loi. Donc, j'ai pas besoin de revenir sur la notion de traitement moins favorable d'une personne placée dans une situation comparable à une autre. Par contre, fondé sur un motif prohibé par la loi, on peut classer ces motifs-là sur 3 notions. Premièrement, les caractéristiques personnelles et intangibles que tu as en partie évoquées. Donc ça va être, eh bien, l'origine réelle et supposée, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, le handicap, l'apparence physique, l'âge, hein. Tout ça, ce sont des critères, finalement, on n'a pas vraiment le choix.
Les libertés individuelles. Tout ce qui va être lié à l'appartenance présupposée à une religion, les opinions politiques, philosophiques, les activités syndicales et même les mœurs. Et enfin, les caractéristiques évolutives que sont l'état de santé, la grossesse, situation de famille, nationalité, patronyme, domiciliation bancaire, perte d'autonomie. Tout ça, ce sont des éléments qui vont rentrer dans les motifs prohibés par la loi. Et dans un domaine déterminé par la loi, et c'est justement ces domaines-là qui sont repris pour les agents contractuels de droit public, puisque les décisions qui sont relatives à tous les éléments qu'il y a ici, recrutement, formation, non-renouvellement de contrat, sont des éléments qui ne doivent pas se baser sur un des motifs précédemment évoqués. Attention là-dessus, il ne faut pas confondre une décision qui serait une apparence de discrimination avec une décision à caractère discriminatoire. Rebondissons sur le refus de renouvellement de contrat. Imaginons que j'ai un agent contractuel de droit public qui arrive en fin de contrat. Mais non, mais je peux pas, mais j'ai rien, moi. Putain, ça m'énerve, j'arrive pas à bosser, putain, mon PC de merde. Diana, je te laisse éteindre le micro de ce monsieur. Donc, rebondissons sur le non-renouvellement de contrat. J'ai un agent contractuel de droit public recruté sur un motif de remplacement, par exemple, qui arrive en fin de contrat et qui est en état de grossesse. Est-ce que son état de grossesse empêche le refus de renouvellement? Pas du tout. À partir du moment où je le fais pour un motif autre que l'état de grossesse. Par exemple, si l'agent remplacé revient. Si l'agent remplacé revient, mon motif de refus de renouvellement de contrat ne sera pas l'état de grossesse de l'agent, mais sera le retour de l'agent qu'il remplace. Ce qui revient à l'importance de bien déterminer le motif de recrutement et de bien identifier la raison, la personne remplacée, parce que son retour permet de justifier le refus de renouvellement de contrat. Autre acte de gestion concerné par la protection contre les discriminations, c'est tout ce qui va être détermination et évaluation de la rémunération, ce qui me permet d'enchaîner avec les modifications des contractuels concernant leur rémunération. Alors ça, c'est un vaste sujet que j'ai de manière régulière avec différents établissements dans lesquels on a construit des lignes directrices de gestion sur la rémunération des agents contractuels. Je vais vous rappeler dans le contexte de la jurisprudence de ces dernières années, les modalités pour fixer la rémunération, l'évolution de la rémunération et le contrôle du juge en matière de rémunération, parce que le juge fait un contrôle de la rémunération des agents contractuels de droit public. Alors, comment fait-on pour fixer la rémunération des agents contractuels de droit public? Il faut aller revoir le texte. Et le Code général de la fonction publique reprend les dispositions de feu l'article 20 du titre 1 qui avait été modifié par la loi de transformation de la fonction publique. La détermination du montant de la rémunération doit tenir compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour le poste, de l'expérience des agents. Ce sont ces critères-là. C'est-à-dire que le motif de recrutement, par exemple, ne doit pas participer à la détermination de la rémunération des agents contractuels de droit public. Cette rémunération, je regarde quel poste il exerce, quelle est son expérience professionnelle, quelles sont les qualifications nécessaires pour exercer ces missions. Et puis, on a même la possibilité de créer des primes d'objectifs ou des primes X ou Y liées aux résultats personnels et collectifs du service. Donc, on peut même créer un régime indemnitaire qui tient compte des résultats collectifs des agents, d'un service ou de manière générale dans l'ensemble de l'établissement. Et oui, créer, parce que la question qui va se poser, c'est qui est compétent pour déterminer la rémunération des agents contractuels de droit public? Eh bien, dans ce cadre-là, on a trois principes. D'une part, c'est bien le contrat
qui détermine la rémunération des agents contractuels de droit public. Les agents contractuels de droit public n'ont pas nécessairement un indice, n'ont certainement pas ni un échelon ni un grade. On peut faire référence, monsieur, madame est recruté en tant qu'aide-soignante, monsieur, madame percevra une rémunération correspondant à ce que percevrait un fonctionnaire de tel grade, de tel échelon du corps des aides-soignants. Mais je dois le rédiger comme ça. Le contractuel, je ne le classe pas dans un échelon, je fais référence à cet échelon pour le lier à l'indice, mais je peux très bien indiquer simplement le contractuel percevra telle rémunération tiers, voire même une rémunération forfaitaire, sachant qu'en plus, les fonctionnaires et les contractuels sont dans une position administrative différente, sont dans une situation réglementaire différente, et qu'on a la possibilité de structurer la rémunération des contractuels de manière différente de celle des fonctionnaires, sachant que qui est compétent, eh bien, c'est le directeur de l'établissement, c'est l'autorité investie du pouvoir de nomination qui est compétent uniquement pour fixer la rémunération des agents contractuels en se basant sur les éléments juridiques que je viens d'évoquer et sous sa propre responsabilité. C'est-à-dire, il peut même aussi créer un régime de primes permettant aux contractuels de bénéficier de primes qui sont à la base uniquement faites pour les titulaires. Un exemple récent concernant la NBI. La loi de 91 sur la NBI me dit bien que seuls les fonctionnaires ont le droit à la NBI. Du coup, est-ce que ça veut dire que les contractuels n'ont pas le droit à la NBI? Oui, les contractuels n'ont pas le droit à la NBI. Cependant, les sujétions particulières qui sont indemnisées par la NBI, puisque c'est lié au poste occupé, la NBI, les sujétions particulières qui sont liées, qui justifient la NBI, ont vocation à être prises en compte dans le cadre de la rémunération fixée contractuellement. Donc, c'est pas tellement. Donc, est-ce que les contractuels n'ont pas le droit, ont droit à la NBI? Non. Est-ce que je dois tenir compte de l'existence d'une NBI sur le poste au titre duquel je recrute l'agent contractuel? Oui. Et j'ai d'ailleurs tout à fait la possibilité de pouvoir créer un régime indemnitaire pour les contractuels permettant de tenir compte de cette NBI. Je ne vais pas l'appeler NBI, mais je vais l'appeler prime de sujétion contractuelle si je veux. Donc j'ai cette liberté-là permettant de pouvoir déterminer cette rémunération-là. C'est les sujétions, les conditions d'exercice des fonctions, ça doit être pris en compte dans la rémunération fixée contractuellement entre l'employeur et la IPN. Alors, on a la possibilité de faire ce que j'évoquais, des lignes directrices de gestion en matière de détermination de la rémunération des agents contractuels. Ce n'est pas une obligation réglementaire, mais ça peut être bien pour assurer la cohérence de la détermination de la rémunération des agents contractuels de droit public. Avec aussi, n'oublions pas, tout un impact de la jurisprudence européenne sur le fait que, grosso modo, et jurisprudence Conseil d'État aussi, grosso modo, un contractuel devrait bénéficier d'une rémunération globale équivalente à ce que percevrait un fonctionnaire exerçant des missions similaires. Donc c'est un petit On a peu en une résumé. petite question Oui. qui peut être intéressante. Le régime indemnitaire des agents contractuels ne doit-il pas être soumis à l'avis du CSE? Oui, ça me semble pertinent et comme c'est structurel dans le fonctionnement de l'établissement, ça rentrerait dans la définition de la compétence du CSE. On peut faire aussi un accord, d'ailleurs là-dessus, Jenna, on peut faire un accord qu'on traduit après en décision de gestion de l'établissement. Autre élément sur la rémunération, la question de l'évolution de la rémunération. Là encore, on a de la jurisprudence qui commence à arriver. Comment elle évolue, la rémunération? La réglementation en vigueur aujourd'hui nous dit réévaluation au moins tous les 3 ans. Alors,
il faut faire la différence entre la notion de réévaluation et la notion d'augmentation. Réévaluation ne veut pas dire, et c'est dans ce sens-là que le Conseil d'État, dans son avis sur les modifications concernant les contractuels, s'est positionné. La notion de réévaluation, qui s'est substituée à la notion de réexamen, ne préjuge pas d'un droit à augmentation, ni même d'une orientation de cette rémunération. Simplement, ce qui est certain, c'est que l'employeur doit, au minimum, tous les 3 ans, et je dis bien au minimum, Jenna, hein, parce qu'on peut le faire avant, mais au minimum, tous les 3 ans, l'employeur doit se poser avec l'agent, voir si oui ou non, on réévalue cette rémunération, que mon agent, bien sûr, soit en CDI, ou alors qu'il soit en CDD sur un besoin permanent et employé de manière continue depuis au moins 3 ans. Alors, quels sont les critères que je dois utiliser pour me positionner, donc pour produire une décision au minimum tous les 3 ans? Eh bien, ils sont doubles. C'est les résultats de l'entretien professionnel et l'évolution des fonctions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un agent qui a des très bons entretiens professionnels, je vais pouvoir difficilement justifier le refus d'évolution de sa rémunération. Hein. Donc non seulement l'agent, il va pouvoir demander le fait qu'il ait une réévaluation, mais en plus de ça, il peut demander au juge de contrôler cette réévaluation et le juge va, dans le cadre de l'erreur manifeste d'appréciation, non seulement regarder si la rémunération globale de l'agent n'est pas constitutive d'erreur manifeste d'appréciation, par exemple, donner une rémunération minimum à un aide-soignant qui a 15 ans d'expérience professionnelle, a fortiori si je me base sur un motif de remplacement par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être sanctionné par le juge administratif au titre d'une erreur manifeste d'appréciation. Mais il va vérifier aussi la réévaluation de la rémunération. C'est-à-dire que si j'ai un agent qui a des super entretiens professionnels, super évaluations, qui a eu des missions complémentaires qui ont évolué avec de l'encadrement, par exemple, de nouvelles missions, et que moi, en tant qu'employeur, je dis bah non, je réévalue pas parce que tu es déjà bien assez payé, bah, le juge pourra tout à fait dire erreur manifeste d'appréciation. Il y a eu de très bonnes évaluations, une augmentation des missions, donc mon agent devrait bénéficier d'une réévaluation positive, donc une augmentation de sa rémunération. Et ça, quand j'ai des employeurs qui me disent oui, j'aimerais bien recruter un agent contractuel à tel niveau de rémunération, je leur dis c'est très élevé. Et attention, cet agent-là, eh bien, dans 3 ans, s'il a des très bonnes évals, il pourra vous dire je veux une évolution de ma rémunération et le juge rejettera les arguments comme quoi il est déjà très bien payé pour regarder concrètement si oui ou non il remplit les conditions pour avoir, d'un point de vue de l'erreur manifeste d'appréciation, une réévaluation positive de sa rémunération. Florent, juste Oui. une dernière petite question sur ce sujet-là. La création de primes particulières pour la rémunération des contractuels doit-elle être validée par le conseil d'administration de l'établissement? Mmh. La trésorerie demandant de plus en plus de documents justifiant la rémunération des agents. Alors, la trésorerie est-elle compétente pour contrôler la légalité d'une décision de détermination de la rémunération des agents contractuels? Non. Maintenant, ça reste, à mon sens, si je fais une ligne directrice de gestion sur ces principes-là, quelque chose de suffisamment structurant pour que ça passe pour information, du moins, ou pour validation au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Plus en termes d'opportunité qu'en termes de droit, le texte n'est pas d'une clarté limpide sur ces questions-là. Ça peut être tout à fait pertinent. Et puis ça montre le dialogue social à tous les niveaux dans l'espace de l'établissement, en CSE et conseil d'administration, conseil de surveillance. Ça me paraît tout à fait pertinent, même si la réglementation ne le prévoit pas expressément. Autre modification, c'est bon, Jenna? Oui, juste pour savoir si cette réévaluation de la rémunération peut concerner aussi le personnel médical. Assez différent, hein, le personnel médical. Là, on est sur les contractuels de droit public. Le personnel médical, leur rémunération reste encadrée par des plafonds qui ont posé beaucoup de problèmes aux employeurs publics aujourd'hui. Mais on pourrait d'ailleurs voir un jour faire un élément sur l'actualité des PH. Il y en a plein, de PHC, pardon, il y en a plein.
C'est bon? Autre question? Oui, il y a une autre question sur comment Allez, tenir vas-y. compte de l'expérience dans la rémunération. La pratique a longtemps été de reprendre la moitié de l'expérience, mais avec les difficultés de recrutement, cela nous amène à prendre la totalité. Voilà. Oui, Et alors il n'y a pas voilà. il y a pas de règle, hein, sur les contractuels. L'enjeu qui peut donc les contractuels déjà n'ont pas un droit à l'application des statuts particuliers, sur la reprise d'ancienneté, hein, bien sûr, puisqu'ils ne sont pas titulaires, donc le décret, des statuts particuliers n'est pas applicable. Est-ce que prendre la moitié ou pas, enfin faire un système comme ça, c'est dans le cadre encore une fois d'une ligne directrice de gestion sur la termination des agents contractuels, pourquoi pas, sachant qu'il faut garder une certaine marge de manœuvre. Le souci qui va se poser de Jenna derrière, c'est que beaucoup d'employeurs utilisent la période de contrat comme une période de prestage. Je prends le contractuel pendant plusieurs années, puis après, je le mets en stage. Et le problème, c'est que dans la plupart des statuts particuliers, il bénéficie d'un maintien de rémunération par rapport à sa situation précédente. Et dans ce cadre-là, on peut se retrouver avec des agents contractuels qui auraient une forte différence entre l'indice maintenu à titre personnel, correspondant au maximum de l'indice du grade concerné, et de l'autre côté, le classement du fait de leur reprise d'ancienneté. Donc ils se retrouvaient avec pendant un certain temps une stagnation de leur rémunération qui entraînerait derrière le versement de la JPA, si d'aventure elle est relancée chaque année. Donc c'est aussi à ça qu'on doit prendre en compte pour, d'un point de vue stratégique, faire sa politique de termination des agents contractuels de droit public. Autre modification, les modifications en gestion courante. Donc période d'essai, rallongement de la période de protection contre le licenciement des personnes liées à l'accueil d'un enfant, et les modifications concernant les congés liés aux enfants dans la continuité de la modification de la dispo des fonctionnaires, et enfin l'extension du versement de l'ICCP. Donc concernant la période d'essai, donc petit rappel, hein, sur la période d'essai qui ne s'applique qu'au premier contrat, avec une durée que je vous ai mise là, et qui est renouvelable une fois pour une durée au moins égale à sa durée initiale, avec la nécessité d'avoir un entretien préalable avant de licencier en cours de période d'essai par une décision qui doit être motivée, ou de licencier en termes de la période d'essai par une décision qui n'a pas besoin d'être motivée. Donc ça, c'est ce qui existe déjà depuis 91 quasiment. Qu'est-ce qui change? C'est que dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil d'État, la période d'essai et la possibilité de la renouveler doivent être expressément stipulées dans le contrat. S'il n'y a pas de période d'essai stipulée, il n'y a pas de période d'essai. Du coup, si je veux licencier, je fais ma procédure de licenciement normale avec avis de la CCP. Et si je veux renouveler la période d'essai, il faut nécessairement que ce renouvellement soit prévu par le contrat. Sinon, je ne peux pas renouveler la période d'essai. Alors sur la période d'essai, j'ai souvent des questions, hein, sur l'impact de l'absentéisme sur la période d'essai. Est-ce qu'un agent qui est en congé maladie pendant sa période d'essai, ça prolonge sa période d'essai? Eh bien, il n'y a aucun texte qui le prévoit expressément. Et il n'y a pas, à ma connaissance, de jurisprudence de principe sur cette question-là. Donc le mieux étant de prévoir une période d'essai renouvelable, et de ne pas hésiter à la renouveler. Vous n'avez pas besoin, hein, de motiver une décision de renouvellement de la période d'essai, mais il faut quand même la prendre et la notifier à l'agent pour que l'agent sache que sa période est renouvelée. Laurent, Oui. juste une question pour être clair pour tout le monde. Faut-il saisir la CCP pour rompre une période d'essai? Alors, c'est pas, je vais être tatillon, hein, tu me connais sur les mots, parce que derrière, il y Oui. a une réalité juridique. On ne rompt pas une période d'essai, on licencie en cours ou au terme de la période d'essai. Et non, il n'y a pas besoin de l'avis de la CCP, hein, c'est tout l'intérêt de la période d'essai. C'est la possibilité pour l'employeur de licencier sans avoir à suivre la procédure de licenciement. Par contre, il faut un entretien préalable, hein. Là, si je n'ai pas d'entretien préalable, eh bien, la décision de licenciement en cours ou au terme de la période d'essai sera annulée par le juge administratif, entraînant la réintégration rétroactive, reconstitution de carrière, enfin bon, toute une mise en œuvre compliquée pour l'employeur public. Et j'ai une autre question Mmh. complémentaire sur cette période d'essai. L'agent peut-il lui-même demander le renouvellement de cette période d'essai? Oh, s'il a envie, oui.
Et puis on formalise ça par une décision, et c'est un agent diligent, c'est bien. Il y en a encore, mais il y en a, enfin, j'aurais tendance à dire que on va dire que c'est la plupart de GENA, pour rester optimiste. Oui. Autre modification, c'est le rallongement de la période de protection contre le licenciement. Donc, aucun licenciement ne peut avoir lieu pour la personne qui est en état de grossesse ou qui bénéficie de l'un des congés liés à l'accueil de l'enfant. Donc, maternité, naissance, congé de naissance, congé pour arriver d'un enfant placé en vue de son adoption, bref, tous les types de congés. Et en plus de ça, le texte prévoyait que le licenciement ne pouvait être prononcé avant l'expiration d'une période de 4 semaines. Suivant l'expiration du congé, et ben, ceux qui changent, c'est l'expiration de 10 semaines. Alors attention, hein, là-dessus, il ne faut pas confondre le refus de renouvellement de contrat avec le licenciement. Le licenciement, c'est une rupture unilatérale de l'employeur du contrat avant son terme. Donc ça va s'appliquer en cours de CDD ou ça va s'appliquer pour un agent en CDI. Donc on a cette protection de 10 semaines que je dois attendre avant de prononcer le licenciement. Par contre, puis-je refuser le renouvellement de contrat d'un agent contractuel de droit public alors qu'il est durant un congé lié à l'accueil de l'enfant ou en état de grossesse? Oui, je peux le faire à partir du moment où je le fais pour un motif qui est un motif autre que son état de grossesse. Sinon, si je le fais sur un motif d'état de grossesse, eh bien, c'est une décision illégale à caractère discriminatoire et donc ça entraîne son annulation potentielle par le juge et l'éventuel versement de dommages et intérêts complémentaires du fait du caractère discriminatoire du refus de renouvellement de contrat. Pour rester dans les enfants, hein, on a tout simplement l'extension du congé pour élever un enfant jusqu'aux 12 ans de l'enfant, ce qui, dans la droite ligne de ce qu'il y a pour les fonctionnaires, et là aussi assouplissement du congé parental qui, comme pour les fonctionnaires aujourd'hui, est accordé par période de 2 à 6 mois et non par période de 6 mois. Renouvelable par tacite reconduction, toujours dans la limite des 3 ans de l'enfant ou 10 ans s'il y a plusieurs enfants. Ça, là-dessus, il n'y a pas de changement. C'est juste que c'est plus souple de 2 à 6 mois de congé parental. Donc l'agent, tous les 2 mois, il peut avoir un congé parental qui va être renouvelé par tacite reconduction. Dans la droite ligne aussi de ce qui s'est passé sur les fonctionnaires, on a la prise en compte des périodes de congé parental dans le calcul de l'ancienneté pour tout ce qui va être gestion des agents, donc l'examen de la rémunération, les 3 ans, l'ouverture des droits, le recrutement par la voie de concours interne, la détermination du classement lors de la de la mise en stage. Donc maintenant, le congé parental doit être pris en compte dans le calcul de cette ancienneté, un petit peu comme le congé parental et la dispo pour élever un enfant de moins de 12 ans est prise en compte dans la limite de 5 ans sur toute la carrière pour l'avancement des fonctionnaires. Du coup, hein, on a ici une liste que je vous ai mis, que vous pourrez étudier ou afficher dans votre bureau sur tous les types de congés qui sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté dans tous les cas où j'ai besoin de déterminer une ancienneté pour la rémunération des agents contractuels. Donc on a tous les congés, le congé maladie rémunéré, le congé pour AT-MP, le congé de grave maladie et tous les congés liés à l'accueil de l'enfant, dont le congé parental dans la limite de 5 ans. OK. Florent, est-ce que le CDD d'un agent en arrêt maladie à son terme peut-il être renouvelé? Je comprends pas. Ouais, non, mais alors, Ah. est-ce qu'il peut être, c'est plutôt la question inverse que j'ai, c'est, est-ce que je peux refuser le renouvellement de l'agent du contrat d'un agent, en congé maladie? Oui, pour une raison autre que son état de congé maladie. Et pour répondre à la question posée, est-ce que je peux renouveler le contrat d'un agent contractuel en congé maladie? Oui, je peux tout à fait le faire, et il serait d'ailleurs discriminatoire de le faire sur le seul motif du congé maladie. Par contre, on a quelques petites jurisprudences un peu audacieuses où le juge n'hésite pas à dire que l'absence répétée d'un agent peut justifier une nécessité de service. Donc, très concrètement, imaginons que je recrute un agent contractuel de droit public pour remplacer un agent titulaire momentanément absent pour une raison pour X ou Y, et que cet agent contractuel de droit public est lui-même absent régulièrement. On pourrait tirer de tout ça
une nécessité de service permettant de justifier un refus de renouvellement de contrat, mais qui n'est pas basé sur l'état de congé de l'agent, qui est basé sur la nécessité de service liée à cet absentéisme. Alors, autre point, c'est l'indemnité compensatrice de congés payés. L'indemnité de compensatrice de congés payés pour les agents contractuels de droit public, c'est versé soit 10% de la rémunération brute globale ou proratisé en fonction du nombre de congés restants. Jusqu'à présent, elle n'était prévue que dans le cas d'un licenciement, n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire. Sauf que en France, eh ben, on est en Europe. On est en Europe et on a une construction très importante de la Cour de justice de l'Union européenne autour de cette notion de congé payé. Le juge européen a qualifié les congés payés comme un principe du droit social européen. Et donc, à ce titre-là, on a plusieurs jurisprudences qui nous disent grosso modo que ces congés payés, qu'on appelle congés annuels dans la fonction publique, tout le monde y a droit. Et que si j'ai pas pu les prendre, j'ai quand même le droit à quelque chose sous forme financière. Et donc, on retrouve dans le cadre de l'extension de cette jurisprudence, eh bien, on étend l'indemnité compensatrice de congés payés à l'agent dans le cadre d'une démission ou d'une fin de contrat à durée déterminée, à partir du moment où l'agent apporte la preuve qu'il n'a pas pu prendre ses congés du fait de l'administration. Donc, j'ai un agent qui est licencié. Il demande à prendre ses congés. Son employeur lui dit non, c'est pas possible, je dois lui verser une ICCP. J'ai un agent qui démissionne et qui demande à prendre ses congés avant sa démission. L'employeur dit nécessité de service, tu peux pas. Indemnité compensatrice de congés payés. J'ai un agent qui arrive en fin de CDD, qui refuse le renouvellement, ou l'employeur refuse le renouvellement. L'agent dit je veux prendre mes congés, son employeur lui dit non, tu peux pas. Indemnité compensatrice de congés payés. Par contre, si l'employeur notifie à l'agent son refus de renouvellement de contrat et dans la décision de notification qui l'accompagne d'un petit courrier indiquant à l'agent voilà, je refuse le renouvellement de votre contrat, je vous invite à prendre vos congés annuels avant le terme de votre contrat et que l'agent ne les prend pas, il n'a pas le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés. Donc il faut quand même que l'agent prouve qu'il n'a pas pu prendre ses congés du fait de l'administration. Alors, justement, puisqu'on parle de congé, quelques éléments sur le congé pour raison de santé. Donc, fait un tableau récapitulatif sur donc le congé qu'on appelle maladie ordinaire. Donc, si mon agent a moins de 4 mois, il a le droit à un congé non rémunéré. Si il a au moins 4 mois et moins de 2 ans, 1 mois à plein, 1 mois et demi, plus de 2 ans, 2 mois à plein, 2 mois et demi, plus de 3 ans, 3 mois à plein, 3 mois à demi, sur simple transmission du certificat médical. En matière d'accident du travail, une maladie professionnelle, pas de condition d'ancienneté. 1 mois, 2 mois ou 3 mois en fonction de son ancienneté également à plein traitement. Parallèlement, il a les IJ qui va venir rembourser ou qui doivent être passés en paye dans le cadre éventuellement de la subrogation. Pour le congé de grave maladie, donc un premier changement, c'est que là, on ne parle plus du comité médical, mais du conseil médical en formation restreinte. Par contre, le texte continue à me parler de la saisine du médecin agréé. Je pense que vous le savez, on a eu des modifications concernant le décret 88-386 sur le fonctionnement des instances médicales avec la création du conseil médical. Et dans ce cadre-là, je n'ai plus besoin d'avoir un avis du médecin agréé pour l'octroi d'un CLM ou un CLD. Le conseil médical peut se prononcer sur les pièces qu'il a et dans le cadre où, quand il l'estime nécessaire, il peut tout à fait, de son initiative, demander l'avis d'un médecin agréé. Pour les contractuels, on peut regretter que la rédaction n'ait pas été changée et qu'on reste sur cette notion d'avis médecin agréé avant la saisine du conseil médical en formation restreinte pour donner un avis sur l'octroi et le renouvellement. Là encore, pas de règle particulière sur l'octroi et le renouvellement du congé de grave maladie, sous réserve que mon agent ait 3 ans d'ancienneté. Concernant les congés liés à l'enfant,
je pense que vous l'avez constaté, je le rappelle, il n'y a plus de conditions d'ancienneté pour avoir le droit aux différents congés, que ce soit congé de l'arrivée, congé de naissance de 3 jours, congé maternité ou tous les autres types de congés liés à l'arrivée de l'enfant au foyer. Pas de conditions, même si mon agent il a moins de 4 mois d'ancienneté, il a le droit directement à un congé lié à l'accueil de l'enfant. Alors, à l'épuisement des droits à congé ici rémunérés, si mon agent est toujours malade, il peut éventuellement bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée d'1 an renouvelable 6 mois. L'ancienneté de l'indemnisation statutaire étant appréciée dans les conditions que j'ai évoquées et je vous le rappelle et ça n'a pas changé, on reprend l'ancienneté depuis le premier recrutement dans l'établissement à partir du moment où j'ai pas d'interruption entre 2 contrats supérieurs à 4 mois. Donc là, il n'y a pas de changement. Et on ne prend pas en compte l'ancienneté acquise avant un licenciement pour un motif, disciplinaire. 4 mois si, l'interruption était volontaire et 1 an si elle était involontaire, c'est-à-dire si elle était du fait de l'employeur. Alors par expérience, hein, ces questions de reprise d'ancienneté sont pas toujours bien appliquées, hein, par les employeurs qui n'ont pas nécessairement le SI, qui va bien pour pouvoir, mettre en place, ce système de suivi. Pour les contractuels de droit public, modification concernant le temps partiel pour motif thérapeutique. Alors déjà, hein, je remarque qu'il y a beaucoup d'employeurs publics qui traitent le temps partiel pour motif thérapeutique des agents contractuels de la même manière que les agents titulaires, ce qui est une erreur. Un agent contractuel de droit public est affilié pour le temps partiel pour motif thérapeutique au régime général de la sécurité sociale. Et dans ce cadre-là, il a le droit aux prestations sécurité sociale et il n'a pas de maintien de rémunération. Hein. Les prestations en espèces versées par la caisse viennent en complément de la rémunération versée par l'employeur au prorata de la quotité de service de notre agent. Donc ça n'a rien changé, mais je le rappelle parce que j'ai souvent cette erreur-là qui est effectuée. Les conditions, c'est celle du régime général, hein. C'est-à-dire qu'en théorie, on devrait avoir, l'accord du régime, général, pour pouvoir mettre l'agent à temps partiel pour motif thérapeutique. Je vous dis en théorie parce qu'on a une circulaire, de la CNAM pardon, qui stipule que dans la mesure où les médecins, conseils sont débordés, grosso modo, eh bien, on va, octroyer un temps partiel pour motif thérapeutique, à partir du moment où j'ai un certificat médical du médecin. Donc là-dessus, un peu, enfin, on n'en a pas à attendre un avis, une décision d'accord de la caisse qui peut-être ne viendra jamais. Alors, au demeurant, pour les agents contractuels de droit public, on est quand même, Jenna, je dois te l'avouer, face à une petite contradiction. Puisque la durée maximum, du temps partiel pour motif thérapeutique, au régime général de la sécurité sociale, c'est combien à ton avis? Tu sais pas? 1 an? Non? Non. Et ben, en fait, c'est 1 an, mais 1 an rallongé des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre des indemnités journalières de sécurité sociale. La durée de versement des indemnités journalières de sécurité sociale au régime général, c'est 1 an, voire si j'ai une affection de longue durée, 3 ans. Et en fait, le temps partiel pour motif thérapeutique permet de rallonger cette durée d'1 an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps partiel pour motif thérapeutique d'un assuré du régime général, ce qui est le cas d'un contractuel, peut durer jusqu'à 4 ans. Puisque j'aurai les 3 ans Mmh. éventuellement d'ALD, plus l'année de temps partiel pour motif thérapeutique. Donc imaginons que j'ai un agent qui a une sclérose en plaques, il pourrait bénéficier par exemple d'un temps partiel pour motif thérapeutique pendant 4 ans, si, il continue à exercer ses fonctions. Si par contre il a des périodes d'interruption totale de travail, eh ben, on va en tenir compte dans ces 4 ans. Donc il pourrait très bien avoir, pas moi, 1 an d'arrêt total, peut-être éventuellement espacé sur toute la période, mais en tout cas, la durée globale de ses droits, puisque le temps partiel pour motif thérapeutique du régime général, quelque part, c'est un IJ fractionné, un petit peu. Et donc, il pourra avoir le droit jusqu'à 4 ans.
Or, pour les contractuels, le décret 91-155 me limite cette durée à 1 an en m'indiquant que eh bien, j'ai une gestion similaire à celle du fonctionnaire. Et qu'elle est donc limitée à 1 an. Et là, très franchement, Jenna, je ne comprends pas. Parce que ça voudrait dire qu'on aurait un agent contractuel de droit public qui, affilié au régime général, aurait le droit à 4 ans de temps partiel pour motif thérapeutique, mais au titre de statut contractuel, n'aurait le droit qu'à 1 an. Qu'est-ce que je fais au bout d'1 an? Je lui dis stop, et puis régime général, je ne sais pas, ou alors est-ce que tant pis, même si le texte est rédigé comme ça, je passe outre et j'octroie quand même un temps partiel pour motif thérapeutique plus long, sachant que ce temps partiel pour motif thérapeutique du régime général, ces temps partiels pour motif thérapeutique sont articulables avec la pension d'invalidité du régime général, pension d'invalidité temporaire du régime général. C'est-à-dire que quelqu'un, un agent contractuel de droit public qui a un temps partiel pour motif thérapeutique, donc pendant une durée qui peut aller jusqu'à 4 ans, au bout de 4 ans, s'il ne peut pas reprendre à temps plein et qu'il a une perte de capacité de gain d'au moins 2/3, il peut demander à la caisse la qualification de pension d'invalidité, bénéficier d'une pension d'invalidité de première, deuxième ou troisième catégorie, qui est compatible en fonction des capacités restantes de l'agent avec ses missions. Et en tant que bénéficiaire de la pension d'invalidité du régime général, mon agent contractuel de droit public devient GENA bénéficiaire de l'obligation d'emploi et de ce fait, il a le droit à un temps partiel de droit. Donc, on a des dispositifs pour les contractuels relevant du régime général qui sont en matière de maintien dans l'emploi vachement plus modernes que pour les fonctionnaires. Où les fonctionnaires, on n'a pas cette possibilité de maintien dans l'emploi, ce qui est dommage, parce que c'est sûrement quelque chose qui serait très utile et qui sera très utile pour les employeurs dans le cadre de la réforme des retraites. Parce que c'est toujours pareil. Si je décale l'âge d'ouverture de droit à pension, je vais multiplier mon absentéisme, je vais multiplier mes risques d'inaptitude. Et ce faisant, je vais multiplier les questions de reclassement, de PPR et compagnie, qui, pour les contractuels, pourraient se gérer de manière plus simple avec la pension d'invalidité temporaire permettant un maintien dans l'emploi. Je mets de côté une bonne nouvelle pour le coup de Jenna quand même au titre de la réforme des retraites, c'est que la Première ministre a annoncé qu'on réactiverait la cessation progressive d'activité pour les agents publics. Et ça, c'est plutôt bien parce que ça permet à partir de 60 ans, et encore, ils veulent l'assouplir, donc ça sera peut-être plus jeune, mais de pouvoir exercer ses fonctions entre 40 et 80%, tout en ayant une partie, entre guillemets, de ses droits à pension qui commencent à être liquidés. Et ça, en matière de maintien dans l'emploi, j'attends le texte avec impatience parce que je pense qu'on pourra l'utiliser au quotidien comme outil de maintien dans l'emploi jusqu'à cet âge reculé de 64 et certainement pour les actifs de 59 ans. Pour les actifs, j'en suis pas certain, il n'y a pas eu d'annonce claire, mais il y a peut-être des risques. Tu as des questions sur cette partie-là? Non, Madame Moulet voulait répéter la durée du TMPT, mais tu l'as bien expliqué, je pense. Madame Moulet, c'était clair pour vous sur la durée? Effectivement, mais c'est vrai qu'il y a des subtilités qu'on ne sait pas du tout par rapport à ces temps de maintien dans l'emploi. C'est à digérer. Ah oui, non, mais ça peut faire l'objet d'une intervention en tant que telle. Vous savez, la question de la protection sociale des contractuels. Autre modification, c'est la discipline. Alors, je ne sais pas si vous pratiquez la discipline. Moi, c'est quelque chose qu'on fait fréquemment. J'encourage les employeurs, non pas par plaisir, mais simplement parce que, eh bien, quand il y a un manquement à une obligation, il faut que j'inflige une sanction disciplinaire. Alors, un petit rappel, une discipline, c'est quoi? C'est infliger une sanction disciplinaire à un agent qui a manqué à une de ses obligations. Donc, le contrôle du juge là-dessus, c'est est-ce que les faits sont des faits réels, établis? Deuxièmement, est-ce que ces faits constituent une faute justifiant une sanction disciplinaire? Et troisièmement, le juge va contrôler la proportionnalité de la sanction infligée au regard de l'impact du comportement fautif sur l'image et le fonctionnement du service. Donc on a pour les contractuels une modernisation entre guillemets du process disciplinaire avec l'introduction d'une prescription de 3 ans comme pour les fonctionnaires qui n'existait pas pour les contractuels. La structuration de la suspension qu'on appliquait en appliquant les situations des fonctionnaires même si ce n'est pas adapté et une nouvelle sanction disciplinaire et des précisions sur l'inscription au dossier.
Premièrement, l'introduction d'une prescription de 3 ans. Donc, comme pour les fonctionnaires, eh bien, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà de 3 ans à compter du jour où l'administration employeur a eu connaissance des faits passibles d'une sanction. Alors, ce n'est pas la date des faits, c'est la date de la connaissance des faits, et au-delà de ça, je ne peux plus infliger une sanction disciplinaire au titre de ce comportement fautif, avec, comme pour les fonctionnaires, une exception qui est le cas de poursuite pénale. Où là, bien, ce délai va être allongé de la période de l'action pénale qui malheureusement est parfois assez longue. Alors, sur la suspension, on a l'application directe dans le décret de la suspension contractuelle avec une durée maximum de suspension qui est de 4 mois et qui peut là encore être rallongée en cas de poursuite pénale. Alors, attention, l'agent suspendu, il ne faut pas le confondre avec l'exclusion temporaire des fonctions, hein. C'est comme pour le fonctionnaire. La suspension, c'est mon agent, je lui interdire de venir bosser parce qu'il a eu un comportement fautif grave, mais je continue à le payer. Et il est suspendu pendant une durée maximum de 4 mois. Je prends la décision, une décision qui n'a pas nécessairement à être motivée. Lorsque d'aventure il y a des poursuites pénales, 2 solutions. Soit j'ai des mesures judiciaires prises par le juge d'instruction qui ne font pas obstacle à la reprise, ou j'ai pas de mesures judiciaires. Dans ce cas-là, l'agent est rétabli dans ses fonctions, même si les poursuites pénales continuent. Par contre, si j'ai des mesures qui font obstacle à la reprise des fonctions, dans ce cas-là, je peux maintenir la suspension avec une retenue de moitié de la rémunération et en informer le magistrat et le procureur. Donc on retrouve un petit peu la même chose que pour les fonctionnaires, simplement pour le fonctionnaire, on a la possibilité de changer d'office l'agent d'affectation, voire même de lui imposer un détachement dans un corps, dans un autre corps qui est compatible avec les mesures de restriction qui ont été prises dans le cadre de l'action pénale, le temps d'arriver au bout de l'action pénale. En ce qui concerne les sanctions disciplinaires, ici, vous avez un petit tableau récapitulatif des différents types de sanctions disciplinaires que je peux infliger aux agents contractuels. Première modification, c'est l'introduction d'une nouvelle sanction disciplinaire qui est l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de 3 jours. Donc comme pour les fonctionnaires, on rajoute cette nouvelle sanction qui est une sanction entre guillemets du premier groupe. Je dis entre guillemets parce qu'il n'y a pas de groupe pour les contractuels, mais disons qu'il ne nécessite pas autre chose que l'information de l'agent, le respect des droits de la défense et une motivation de la décision, mais qui ne nécessite pas l'avis de la commission consultative paritaire. Cette sanction, elle est privative de rémunération et peut faire l'objet d'un sursis, donc dans le cadre uniquement où l'agent est inscrit et est en CDI. Un sursis qui tombe s'il y a une nouvelle sanction dans les 3 ans. L'exclusion temporaire des fonctions qui nécessite l'avis de la commission consultative paritaire, là, est mécaniquement modifiée. Donc, c'est une exclusion temporaire de 4 jours à 6 mois pour un CDD, et 1 an max pour un CDI, avec là l'introduction d'une possibilité de mettre un sursis pour tout ou partie de la période, avec une durée minimale d'1 mois pour le CDI et une nouvelle sanction, révocation du sursis s'il y a une nouvelle sanction dans les 5 ans. En ce qui concerne l'inscription au dossier, on n'a pas de règles claires sur l'effacement. Du coup, là, le décret prévoit maintenant les règles claires sur l'effacement. Effacement automatique au bout de 3 ans d'une exclusion temporaire de fonction d'un blâme. Et effacement possible après 10 ans sur demande de l'agent, et l'employeur ne peut refuser que si une autre sanction est intervenue. Alors là-dessus, je fais une petite parenthèse concernant les titulaires, parce que le Code général de la fonction publique a modifié ces dispositions. Je pense que vous avez tous en tête que pour les sanctions du 2e, 3e ou 4e, enfin 2e, 3e groupe, puisque 4e c'est le départ, donc sur le 2e et 3e groupe, l'effacement pouvait avoir lieu au bout de 10 ans après avis de la CAP, réunie en conseil de discipline. C'est plus le cas maintenant. Maintenant, c'est effacement possible après 10 ans sur simple demande de l'agent. Et en fait, l'employeur ne peut refuser que s'il y a eu une nouvelle sanction. Donc c'est comme pour les contractuels, pour les titulaires, cette gestion de l'inscription de la sanction
au dossier de l'agent. Alors, un dernier point sur la question du refus de renouvellement de contrat à caractère disciplinaire. Est-ce que quels sont les outils, quels sont les motifs qui peuvent présider à ma décision de refuser le renouvellement de contrat? Eh bien, c'est tout motif lié à la nécessité de service. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer qu'une insuffisance professionnelle ou un comportement fautif peut justifier un refus de renouvellement de contrat? Oui, bien sûr. Simplement, je l'ai annoncé tout à l'heure, dans la mesure où c'est une décision prise en considération de la personne, eh bien, ces décisions-là doivent être, en termes de procédure, précédées de l'information de l'agent, de sa possibilité de faire valoir ses observations. Donc, le droit rappel à communication du dossier et le droit au rappel que l'agent a la possibilité de faire valoir ses observations avant la prise des décisions. Alors attention à ça, c'est donc ce que j'ai évoqué à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, qui existe toujours, qui n'a pas été complètement reprise par le Code général de la fonction publique. Les décisions prises en considération de la personne, c'est-à-dire sur le comportement de l'agent, ce qu'il fait et pas ce qu'il est, eh bien, de manière générale, il faut les précéder du droit au rappel de la défense et de la possibilité pour l'agent de faire valoir ses observations avant la prise de décision. On est arrivé à terme sur les éléments saillants que je voulais vous évoquer sur les contractuels. Jenna, une question ou que tu aurais remarqué de particulièrement saillante sur les contractuels, même si on reviendra dessus après? Je ne vois plus de Jenna, hein. Oui, je t'entends plus, par contre, hein. Je suis là, excuse-moi, c'est que j'ai oublié de réouvrir mon micro. Ah d'accord. Du coup, je parlais toute seule, mais c'est pas grave. Je disais à une petite question de Madame Houlet qui souhaiterait avoir confirmation qu'aucune sanction ne peut être prise pour un agent qui ne fait plus partie des effectifs. De l'établissement? Oui. Pour un contractuel, non, je vois pas ce qui l'en empêche. Hein, l'intérêt de la sanction, elle est moindre, mais il y a pas de texte clair, hein, sur cette question-là. Et ça peut être pertinent en termes d'image de l'établissement, pour montrer la sanction, même si les effets de la sanction seront très, très limités, hein, pour le coup, puisque mon agent est parti, n'est plus là. Il y a 2e une partie. dernière. Alors Oui, attends, vas-y, juste, vas-y. Madame Lantoine lève la main. Vous voulez poser une question, Madame Lantoine, peut-être, avant qu'on passe à la suite. Oui, mon intervention concerne le droit à plein traitement en cas d'accident de travail, enfin contractuel. Vous m'entendez? Oui. Oui. Si l'on considère que c'est par exemple un mois plein traitement, nous avons eu le cas d'un AT avec rechute la même année. Mmh. Est-ce que le droit s'ouvre pour l'AT ou pour chaque période AT plus rechute? AT plus rechute, hein. Chaque fois que j'ai un arrêt lié à un accident du travail. Donc j'ai mon agent il n'y a pas de période de référence, hein, comme pour le congé maladie. J'ai un agent D'accord. qui a un accident et qui a un arrêt pendant 1 mois rémunéré, puis après 2 mois non rémunérés. Il reprend 1 mois, il a une rechute, il a à nouveau le droit à un congé pour 1 an. C'est pas un droit par accident, si c'est ça le sens de votre question. Donc c'est pas par accident, c'est par arrêt. Par durée, sachant que il faut que mon agent reprenne entre 2 périodes d'arrêt liées à l'accident. D'accord, donc s'il s'arrête 15 jours, il reprend, il rechute 6 mois après pour 3 semaines, il À a le droit nouveau à ces 1 an 3 semaines. et à nouveau 1 mois. Oui, 3 semaines, oui, pour Voilà. mois OK, maximum. C'est ça, tout très à bien, fait. merci beaucoup. Avec plaisir. Une dernière petite question de la part de Monsieur Tirefort. Bonjour monsieur Tirefort, bonne année. Je vois que tout le monde le connaît. Pourrais-tu préciser les conditions d'attribution de la prime de précarité? À la prime de précarité des agents contractuels? Je veux bien faire ça pour monsieur Tirefort, sans problème. J'ai même un petit document que
que je peux vous projeter, rajouter dans le PowerPoint. Je l'avais enlevé parce que c'est pas quelque chose de super d'actualité, mais il n'y a pas de problème. Donc du coup, pour avoir le droit à la prime de fin de contrat, hein, parce que c'est pas vraiment le texte, c'est pas prime de précarité, c'est indemnité de fin de contrat. Premièrement, il faut que mon agent soit arrivé en fin de contrat. Même s'il y a le droit, même si cet agent-là, c'est lui qui refuse le renouvellement du contrat, hein. C'est le fait d'être en fin de contrat. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait un renouvellement de contrat. Là-dessus, là encore, s'il y a un renouvellement du contrat ou s'il y a un nouveau contrat qui est signé juste derrière, eh bien, il n'y a pas de prime de précarité. Autre élément, il ne faut pas que sur la durée du contrat, mon agent ait perçu une rémunération supérieure à 2 fois le SMIC sur la période entière. Donc dans ce cadre-là, si jamais c'est supérieur à 2 fois le SMIC, il n'a pas le droit à l'indemnité de fin de contrat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais rajouter ça là. Tac. Voilà. Hop. Et du coup, hop, voilà. Donc, il y a aussi le motif de recrutement. Donc, le motif de recrutement, pas le droit à l'indemnité de fin de contrat dans le cadre d'un besoin saisonnier ou un contrat de projet. Donc le contrat, le cas échéant renouvelé supérieur à 1 an. Si l'agent en renouvellement, nouveau contrat, il n'y a pas le droit. Et donc rémunération supérieure à 2 fois le SMIC. Versement, même si l'agent refuse un renouvellement en CDD ou refuse un nouveau contrat, il n'y a que le cas où il refuserait un CDI avec une rémunération au moins équivalente, qui permettrait de justifier un refus de versement. Alors après, là-dessus, monsieur Dirfort, mine de rien, ça pose des questions d'application un petit peu subtiles. Par exemple, si j'ai un agent qui est recruté sur un besoin saisonnier, vous êtes à 7, vous avez une période saisonnière, je l'ai constaté de visu, c'est la période, on va dire estivale. Imaginons que je recrute un agent contractuel sur un besoin saisonnier de 4 mois, du 1er juin à fin septembre. Et derrière, je le recrute sur un motif de remplacement pour une durée de 9 mois. 9 plus 4, ça fait 13. Donc on pourrait dire, ah, il a plus d'1 an dans l'emploi. Non. Hein, là-dessus, comment il faudrait apprécier la chose? Est-ce qu'il a le droit à l'indemnité de fin de contrat au titre de son contrat saisonnier? Non, il n'y a pas le droit, puisque c'est un motif qui ne permet pas le versement de l'indemnité de fin de contrat. Est-ce qu'il a le droit à l'indemnité de fin de contrat au titre du recrutement sur un motif de remplacement pendant une période de 9 mois, donc le remplacement tout court? À mon sens, oui, parce que le texte fait bien la différence entre renouvellement et nouveau contrat. Et du coup, un contrat renouvelé, je décompte l'ancienneté qui, depuis le début du recrutement, au titre de ce contrat-là, hein, le texte est bien, c'est durée des contrats, le cas échéant renouvelé. Il ne nous dit pas que c'est la durée d'emploi dans l'établissement, c'est la durée du contrat en tant que tel. Donc, sur cet exemple-là, je refuserai l'indemnité de fin de contrat au type du contrat saisonnier. Par contre, je l'accorderai. Il me semblerait que l'agent remplit un droit pour le contrat de remplacement pendant 9 mois. Alors, j'utilise le conditionnel parce que je n'ai pas encore de jurisprudence sur la question. Mais le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que l'exégèse juridique et il lit les textes. Donc là-dessus, on aurait des moyens de défendre la position du versement pour ce deuxième contrat de motif de remplacement pour verser l'indemnité de fin de contrat. J'espère que j'ai éclairé votre lanterne, monsieur Tirfort, et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Merci beaucoup, c'était très clair et bonne année à vous également. Merci.
J'ai encore deux Et à toute petites l'équipe d'ailleurs. questions. Oui, je t'écoute, Jenna. Alors, j'ai vu quelque chose sur les RTT, mais j'ai perdu le fil de la conversation, je suis désolée. Concernant les RTT non pris, quelle est la règle et comment on les indemnise? Et ensuite, on a, pour ne pas verser l'indemnité de fin de contrat, il faut que le motif du besoin saisonnier soit précisé sur le CDD, je suppose. C'est Bien une question. entendu. Alors, rapidement, pour la première question, oui, il faut bien entendu que le motif soit précisé sur le contrat et qu'il corresponde à la réalité, hein. Il y a des petits malins qui vont mettre des besoins saisonniers qui correspondent à des besoins qui ne sont pas saisonniers, hein. Un besoin saisonnier, c'est un besoin qui revient chaque année. Si je reprends, il y a Digne parmi nous. Je vous ai dit que mes parents habitaient à Castellane. Castellane, 1500 âmes l'hiver, 45 000 l'été à peu près, avec toute la boboïte aiguë et autres. Et je suis beau d'or que Digne doit faire des contrats saisonniers. Peut-être que c'est pas le cas, hein, mais en tout cas, ça semblerait tout à fait pertinent pour la saison estivale. Soit à Digne, soit dans l'EHPAD, dans l'établissement de Castellane, qui est en direction commune avec Digne, si je ne m'abuse. Il faut que ça soit réellement un besoin saisonnier. Ensuite, sur les RTT, il n'y a pas de règle. Le mieux étant que l'agent les prenne. Maintenant, il n'y a pas de disposition comme pour l'ICCP liée à l'indemnisation des RTT. Et le juge là-dessus n'a pas encore de position d'une clarté limpide sur cette question-là. Le mieux étant de faire bénéficier aux agents leur RTT avant qu'ils partent, au moins ça évite tout débat. Maintenant, on a de toute façon le contentieux indemnitaire global en disant voilà, j'ai subi un préjudice du fait de la rupture de mon contrat qui tient compte notamment des RTT, mais ça serait moins gagné que pour l'ICCP où on a bien de la jurisprudence et des textes qui sont clairs. C'est bon, Jenna? Encore quelques petites questions brièvement pour clôturer sur cette partie-là. L'entretien préalable est-il obligatoire lors de la rupture de période d'essai? Oui. Par définition, ce n'est pas un licenciement. Tout à fait, mais ça reste que dans le texte, il y a un entretien qui doit être fait avant la décision de licenciement. Alors si c'est un licenciement d'ailleurs, attention, hein, le texte, hein, c'est un licenciement pendant la période d'essai. C'est pas comme dans le privé, une rupture de la période d'essai. Je t'ai repris déjà tout à l'heure, Jenna, sur cette question-là. Donc, Oui. et pourquoi c'est important le vocabulaire? Justement parce que ça a des effets juridiques qu'on voit là. On a un processus décisionnel établi et prévu par le texte, on doit le suivre. Et l'agent qui n'a pas eu cet entretien préalable est privé d'une garantie, donc d'Anthony, donc schlagboom, annulation de la décision. Donc il faut un entretien. Par contre, il n'y a pas de règle sur le délai d'entretien, convocation au moins 5 jours avant, avec rappel des droits de la défense et compagnie. Non, un simple entretien, l'important étant la preuve de la matérialité de l'entretien. Ça oui, et dans le cadre de mon activité annexe de salarié d'un cabinet d'avocats, on a perdu un contentieux avec un employeur sur cette question-là, parce que je n'ai pas réussi à suffisamment prouver l'existence réelle d'un entretien avec l'établissement avant le refus, avant le licenciement pendant la période d'essai ou au terme de la période d'essai. Et le licenciement en cours de période d'essai doit être motivé, donc je dois expliquer pourquoi je licencie. Par contre, au terme de la période d'essai, ça n'a pas à être motivé, mais il faut quand même pouvoir justifier en cas de contentieux auprès du juge la raison pour laquelle je licencie au terme de la période d'essai. On revient à nouveau sur cette indemnité de fin de contrat, mais là, elle parle de versement de la prime de précarité. Mais j'imagine ça, on parle bien de l'indemnité de fin de contrat. Tu as raison. Nous réalisons des CDD successifs, veille pour lendemain. Doit-on verser quand même la prime? Si c'est successif, si les CDD se suivent, eh bien, on est sur la première, on est sur la case ici, là. Je ne sais pas si on voit ma flèche, mais on est sur ici, renouvellement du contrat ou nouveau contrat au sein du même versant. Donc dans le même établissement, c'est le même versant. Donc du coup, là, je ne suis pas obligé de le verser. Par contre, il y a un moment ou un autre, l'agent, un soir, il vous dit bah écoute, non, je n'ai plus envie de travailler pour vous. Si mon agent, ça fait moins d'1 an qu'il est là, il a le droit à la prime de précarité pour l'ensemble des contrats. Merci de cette précision. Et juste pour les motifs d'emploi saisonnier, des besoins saisonniers, est-ce que le remplacement pour les congés d'été peut être un motif de recrutement en besoin Alors, saisonnier? non, mais présentez-le en besoin saisonnier. Puisque si chaque année, vous avez
un accroissement entre guillemets d'activité lié aux vacances estivales, si vous voulez vous exonérer de l'unité de fin de précarité, comme ça revient chaque année, on peut arriver à justifier le caractère saisonnier du besoin, limité bien sûr dans les conditions prévues. Donc j'utiliserai plutôt ce besoin saisonnier par rapport à la situation plutôt que faire référence au replacement d'agents. D'ailleurs, hein, le décret prévoit, hein, la loi pardon, prévoit que on peut recruter un agent pour remplacer un agent en congé annuel. Très franchement, au regard quand je fais un petit pas en arrière, je me dis mais est-ce que tout ça est bien légitime? Parce que je veux dire, le congé annuel, c'est pas une surprise. On fait pas ah tiens, mon agent il a le droit à des congés annuels, qu'est-ce que je vais faire quand il n'est pas là? Alors, on est d'accord que je suis tout à fait conscient des pressions liées en termes de continuité de service des employeurs publics et que c'est difficile d'arriver à refuser des congés annuels aux agents l'été. Ben, il fait beau, il fait chaud, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est pas quelque chose d'imprévisible, hein, c'est un besoin prévisible et constant, l'absence de l'agent en congé annuel. Donc, le simple fait de recruter un agent contractuel de droit public sur un motif de remplacement d'un agent en congé annuel me semble en soi critiquable. D'où le caractère plus pertinent de parler de besoins saisonniers qui est lié à la saisonnalité qui revient chaque année. On est bon? On est bon et juste une dernière question. Les agents de nuit peuvent-ils être convoqués en journée pour l'entretien de licenciement? Si l'agent Oui. refuse de venir en journée, peut-on s'abstenir de cet entretien pour mettre fin à sa période d'essai? C'est pas que vous vous absteniez, c'est que nul n'est tenu à l'impossible. Vous convoquez l'agent, à un entretien dans la journée, peu importe, hein, il doit venir. Bien entendu, c'est mieux d'essayer de voir avec l'agent comment s'articuler de manière de management de l'humain. Mais en droit, je sais pas parce que l'agent est de nuit que, il ne doit pas se rendre à une convocation et si l'agent ne se rend pas à la convocation, bon, et ben tant pis, vous avez fait votre job de convoquer l'agent à cette convocation. C'est comme les agents, si tu veux, Jenna, qui vont pas chercher leur recommandé. Non, le job est fait. On a notifié la décision, même s'il va pas chercher le recommandé. Alors, d'un point de vue management de l'humain, on peut se dire, bon, on peut essayer de s'adapter et autres. On peut essayer de faire une petite relance, mais après, derrière, j'ai convoqué, l'agent n'est pas venu, ça me permettra de justifier auprès du juge que j'ai pas eu mon entretien, j'ai tenté de le faire. Et on a deux On va autres voir, petites soit dit en questions. passant, Jenna, exactement ce type de situation dans une JP du 9 janvier là sur, l'aménagement de poste d'un agent et qui est l'agent qui refuse d'y aller, mais ça c'est pour un peu plus tard. Ok. Lorsqu'on rédige un CDD, on mentionne les articles 9-1 ou 9-1.2 ou 9-1.3. Est-ce que cela suffit sur le contrat? Alors maintenant, c'est plus les articles 9, 9.1, 1.3, c'est les articles du Code général de la fonction publique dans le cadre du tableau que je vous ai communiqué, enfin que je vous ai montré en avant et que vous aurez, que vous pourrez afficher dans votre bureau si vous voulez. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Lorsque je recrute un agent sur un motif de remplacement, normalement, je devrais mettre le nom de l'agent remplacé ou du moins mettre un moyen qui me permet d'identifier le motif par rapport à l'agent replacé. Si j'ai une vacance de poste, il faudrait prouver que j'ai fait ma publicité sur la place de l'emploi public, que j'ai sué sang et eau, mais que je n'ai pas trouvé de fonctionnaire pour remplir mon besoin. Et je dois aussi accompagner ma vacance de poste d'un descriptif des missions et du poste en tant que tel de l'agent. Si j'ai une besoin de nécessité de service ou d'absence de corps de fonctionnaire, eh ben, il faut que j'explique en quoi l'activité de l'agent n'est pas une activité prévue par un corps de fonctionnaires. Donc non, c'est pas suffisant. Le simple référence à l'article et l'indice, à l'article, ne suffit pas à établir la réalité du motif. C'est vraiment, il faut qu'on puisse, à la lecture de l'acte de recrutement, du contrat qui est une décision administrative bilatérale, mais qui reste une décision administrative, qu'on puisse savoir qui on recrute, pourquoi, sur quel motif réel. Sinon, devant le juge, il va falloir prouver tout ça, quoi. Moi, ça m'est arrivé là sur un employeur qui a refusé le renouvellement d'un agent recruté à diverses reprises sur des agents qu'il remplaçait. Motif remplacement, simplement articulé alinéa et devant le juge, ben, j'ai dû sortir, toutes les preuves, de service dans lequel l'agent avait été mis pour montrer qu'il remplaçait un tel dans le service et pas un tel pour ensuite dire: «Bah, vous voyez, le dernier qui remplaçait, c'était un tel, il est revenu».
Donc du coup, ça justifie le refus de renouvellement de contrat. Et je me suis retrouvé dans le cadre de mon activité dans le cabinet d'avocat à tanner l'employeur pour avoir ces éléments-là. Si on avait dès le départ eu des éléments ou au moins des fiches de liaison ou quelque chose qui permet, on s'exonère d'un travail fastidieux en termes de contentieux. Sachant que, en termes de contentieux de GENA, j'ai le contentieux de l'excès de pouvoir, je conteste la décision de refus de renouvellement de contrat, mais j'ai aussi le contentieux indemnitaire. C'est-à-dire que je vais demander des dommages et intérêts, et là j'ai 5 ans pour le faire, que j'ai introduit ou pas un recours pour excès de pouvoir sur les préjudices subis du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de contrat. Très bien. Alors, on a une personne qui demande, pouvez-vous préciser les termes territoire d'affectation? Alors, je ne sais pas à quel moment tu as dit ça, parce que du coup, c'est un peu en décalé par rapport à ce qu'on a dit. Donc, la Non, mais en personne... fait, c'est l'établissement en tant que tel, hein, c'est Ok. le périmètre de compétences de l'établissement. Alors, Ensuite, j'ai oui, une dernière, une enfin dernière, hein, parce petites. qu'après j'ai des Deux. choses Il importantes y à en a dire. une, c'est une faveur. Aurais-tu des modèles de contrat de travail pour contractuels? Ça, on en reparle Aurais- après. Ok. Et sur l'indemnité de fin de contrat, en l'absence de jurisprudence, a-t-on une visibilité sur l'ampleur du contentieux à venir? Y a-t-il beaucoup de requêtes introduites devant le TA? Ça, j'ai pas de moyen de le savoir. Maintenant, on a une chance assez importante dans la fonction publique, c'est que les agents ne connaissent pas trop leurs droits ou tapent à côté. Et comme l'indemnité de fin de contrat n'obéit pas totalement aux mêmes règles que la prime de précarité, ils vont aller se renseigner sur internet, ils trouvent des infos de droit privé et du coup, ils sont parfois à côté de la plaque. Après, ça dépend aussi des stratégies de l'établissement. Il y en a un, là, j'ai un établissement qui me dit: «Moi, je verse pas l'indemnité de fin de contrat, pardon, lorsque l'agent refuse le renouvellement de son contrat». Je lui ai dit: «Mais enfin, c'est illégal». Il me dit: «Oui, je sais, mais je prends le risque». Donc bon, il n'a pas encore eu de contentieux et je n'ai pas encore eu de contentieux à connaître sur cette question-là. Donc je ne peux pas trop savoir ce qu'il en est. J'ai eu des précontentieux, mais on l'a traité de manière en amont. On lui dit: «Bah oui, il faut verser», ou on a expliqué à l'agent: «Non, on t'a proposé un CDI avec une rémunération au moins équivalente, donc pas Très bien. d'indemnité de fin de contrat». Je te laisse poursuivre maintenant. Merci Jenna. Alors, quelques actualités législatives et réglementaires. Le 1er mai, ouf, nous sommes sauvés. La limite d'âge des médecins du travail, le cumul d'activités accessoires et la prise en compte d'interruption, des périodes d'interruption liées aux enfants dans la pension. Ça, on va se reposer un peu, entre guillemets. Donc, bonne nouvelle, hein, abrogation du doublement de la rémunération le 1er mai par la loi de finances. C'est vrai que c'était un peu bizarre que le code général renvoie au code du travail, ce qui entraînait un doublement de la rémunération pour les agents publics. Alors là-dessus, hein, quand des clients qui m'ont dit: «Que faire?», je leur avais dit: «Il est urgent de ne rien faire», et ils ont bien fait. Deuxièmement, la limite d'âge des médecins du travail, denrée rarissime. Du coup, on va les garder plus longtemps puisque maintenant, contrairement à l'ensemble des agents contractuels de droit public, on a une dérogation et leur limite d'âge n'est pas de 67 mais de 73 ans. Donc ils vont pouvoir rester plus longtemps, vos bons et aimés médecins du travail, quand vous en avez un. Sur le cumul d'activités accessoires, donc introduction d'un nouveau cas de cumul qui est la conduite d'un transport scolaire, qui est cumulable dans le cadre de l'accessoirité. Alors, donc l'agent, il doit en faire une demande et l'employeur doit vérifier que c'est bien une activité qui est dans la liste, nouvelle activité de la liste, et que c'est bien une activité accessoire en temps et en heure. Et enfin, les périodes d'activité liées oui? Pardon, excusez-moi, mais pour le 1er mai, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf pour 2022. Il va y avoir une On verra s'il y précision a du... pour 2022. C'est Si, ce que nous a dit le ministre juste oui. avant Noël. C'était pas pour Noël, mais Mais quoi qu'en dise le ministre, après, ça, vous faites ce que vous voulez, mais pour 2022, en termes de droit, oui. moi, si j'ai un contentieux, je soulèverai l'exception d'illégalité du code général de la fonction publique. Tout simplement parce que l'habilitation du gouvernement à codifier, c'était une codification à droit constant. En l'occurrence, c'était une création de droit. Donc que la loi de finances l'ait supprimé ou pas, on aurait des arguments
en cas de contentieux pour dire bah non, ce texte n'est pas légal et donc pas applicable parce que il crée un droit. Et il y a pas mal de petits trucs qui pourraient faire l'objet d'une exception d'illégalité que j'ai en stock sur le Code général de la fonction publique. Et quand j'en ai parlé, bah, des gens que je connais un peu, ils me disent bon, on va essayer de modifier. Et il y a de temps en temps un petit texte qui sort où il régularise un truc, où il supprime. Un truc tout bête, mais en matière de santé sécurité au travail, le Code général de la fonction publique me dit maintenant les dispositions d'ordre public du Code du travail en matière de santé sécurité au travail sont applicables aux agents publics et aux fonctionnaires, sauf exception prévue par décret. Et cette petite phrase saute exception prévue par décret et ouvre quand même la porte à beaucoup de choses et me semble aussi illégale parce qu'elle introduit quelque chose de nouveau, une codification à droit constant. C'est une codification à droit constant et on ne modifie pas le droit. Donc même pour 2022, quelle que soit la ligne directrice de gestion que définira le ministre, il n'en demeure pas moins que si moi, au cabinet, j'ai un contentieux sur la question, j'aurai des arguments pour soulever l'exception d'illégalité en disant l'agent n'avait pas un droit à ça du fait du dépassement de la compétence d'habilitation. Ce sera un contentieux passionnant d'ailleurs, mais j'espère qu'il n'y en aura pas malgré tout. Sur les périodes d'interruption d'activité liées aux enfants. Laurent, juste pour les Oui. médecins du travail, pourquoi l'âge limite s'applique uniquement pour les médecins du travail et pas aux autres médecins du coup? On nous pose cette Ah non, mais question. si les médecins, les autres, parce que les médecins alors, la modification ne concerne que les médecins du travail, parce que les médecins du travail, eux, ils sont agents contractuels de droit public. Ils ne sont pas nécessairement PH ou PUPH ou PHC. Il faut bien faire la différence de statut. La limite d'âge maintenant des praticiens hospitaliers, elle a été temporairement décalée jusqu'au 31 décembre 2022. Est-ce que ça va être relancé? C'est une chose. Mais là, en fait, je parle uniquement des médecins du travail parce qu'en fait, ils sont contractuels de droit public. Ils ne relèvent pas du Code de la santé publique. Ils relèvent du Code général de la fonction publique et ils sont contractuels de droit public comme les autres contractuels de droit public. C'est pour ça que je parle que d'eux. Après, la limite d'âge des PH ou des PHC, au sens Code de la santé publique, ça aussi c'est un autre monde que malheureusement je n'ai pas le temps d'aborder ici, mais c'est une vraie question à se poser, de savoir si on ne pourrait pas faire des sessions comme ça spéciales pour les praticiens, au sens Ouais. statut Code de la santé publique. Mais ceci est une autre histoire, passionnante, mais une autre histoire. Extension de la prise en compte des périodes d'interruption d'activité liées aux enfants dans la pension. Vous le savez, la dispo maintenant peuvent se faire jusqu'aux enfants de moins de 12 ans. Bah, tout simplement, mécaniquement, on modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite pour prendre en compte les périodes d'interruption d'activité liées à l'éducation des enfants dans le cadre d'une disponibilité de pour un enfant de moins de non plus 8 mais de 12 ans. Voilà. Donc attention, c'est pris en compte dans la limite de 3 ans par enfant, arrivé au foyer à compter du 1er janvier 2004. Ça ne change pas. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un agent qui a pris son congé mater ou d'adoption, puis plus tard, entre 10 et 12 ans, il prend une dispo pour élever son enfant, alors qu'il a 10 ans jusqu'à 12 ans, eh bien, ça sera pris en compte dans ses droits à pension comme service comptant en durée d'assurance et en durée d'assurance liquidable. Donc, rien de folichon, mais c'est la conséquence logique de cette prise en charge. Dernier point et non des moindres, quelques activités jurisprudentielles qui, je pense, va donner lieu à beaucoup d'interrogations. Premier élément, c'est quelque chose que j'ai intitulé l'importance de la qualification d'accident dans le cadre de l'imputabilité au service. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour diverses raisons que je vais développer un peu plus tard, enfin dans quelques instants, on a un questionnement autour de la multiplication des stress post-traumatiques. Outil très utilisé, qualification très utilisée, notamment pour permettre de reconnaître des affections dépressives qui sont beaucoup plus difficiles à reconnaître aujourd'hui imputables au service, compte tenu du fait qu'on applique les tableaux et que je me retrouve dans une maladie hors tableau, donc il faut 25% d'IPP. On va avoir ça. Deuxièmement, la mise en œuvre de l'obligation d'aménagement de poste avec une petite JP justement sur un impossible nul n'est tenu. Et puis, pour finir, une petite BD
qu'a faite Bérénice Isor, qui est une de mes nouvelles consultantes et qui a vraiment plein d'idées géniales en termes de formalisme. Et je vais la tester avec vous, vous me direz à la fin ce que vous en pensez, si lire un arrêt comme ça est plus digeste que d'avoir une explication littérale. Alors, commençons par le gros du sujet, le CITES. Pour rappel, le Code général de la fonction publique qui reprend hein, le titre 1 me dit que j'ai le droit à un CITES lorsque j'ai une incapacité temporaire de travail consécutive à un accident reconnu imputable, un accident de trajet et une maladie contractée en service. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'ai deux questions à me poser pour l'octroi d'un CITES. La première, c'est est-ce que mon agent a eu une lésion consécutive à un accident reconnu imputable au service et qui entraîne une incapacité temporaire de travail. J'ai beaucoup d'éléments dans cette notion-là et notamment j'ai la question de l'accident. Qu'est-ce que c'est qu'un accident de service? On revient aussi au Code général de la fonction publique qui nous dit est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Donc, si je résume, est présumé imputable un accident de service qui a eu sur le temps, le lieu, l'occasion d'exercice des fonctions, sans faute personnelle, sans circonstances particulières détachant l'accident du service. Mais qu'est-ce que c'est dans la définition? Est présumé imputable au service tout accident. Ça veut dire qu'avant de se poser la question si les conditions de la présomption sont remplies, il faut quand même que je me pose la question de savoir si la lésion est consécutive à un événement qui serait susceptible d'être qualifié d'accident. Et ça, c'est un élément de droit qui est en pleine construction devant le juge administratif, et notamment sur la question des actes de gestion managériale. Est-ce que, par exemple, l'entretien avec le supérieur hiérarchique est un accident? Eh bien, le Conseil d'État, dans un arrêt de principe du 27 septembre 2021, nous a dit, à partir du moment où cet entretien s'est passé normalement et qu'il n'y a pas eu d'événement, qu'il n'y a pas eu de violence. Et bien, c'est un événement qui est prévisible, donc il n'est pas soudain. C'est pas un événement qui est violent. Donc, à partir du moment où l'exercice du pouvoir hiérarchique entraîne la nécessité d'exercer un acte de management en donnant des ordres, en faisant des entretiens, à partir du moment où on ne dépasse pas, où on n'excède pas l'exercice du pouvoir normal du pouvoir hiérarchique, je ne suis pas face à un accident. Et du coup, dans ma définition initiale, il me manque ça. Il me manque l'existence de l'événement. Or, en absence d'événement, eh bien, je n'ai pas de possibilité d'apprécier le lien entre un événement et une lésion. Il n'y a pas d'événement. Donc, s'il n'y a pas d'événement, eh ben, il n'y a pas d'imputabilité. Grosso modo, c'est ce que me dit le juge et il l'a répété très récemment, le 30 décembre 2022, la Cour administrative d'appel de Toulouse, qui est compétente pour certains d'entre vous, et elle revient sur une jurisprudence dans ce cadre-là. Et elle nous rappelle qu'elle reprend les mots de l'arrêt de principe du Conseil d'État. L'entretien avec le supérieur hiérarchique ne peut être regardé comme un événement soudain et violent. Donc en fait, c'est quoi un accident? C'est un événement soudain et violent. Il ne peut être regardé comme un événement soudain et violent que s'il est démontré, et là c'est très intéressant parce qu'elle nous dit que la preuve de la réalité de l'événement, et surtout la preuve du fait que durant cet événement, le supérieur aurait eu un comportement ou des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, eh bien, on peut refuser de reconnaître l'imputabilité. Donc sur ces éléments-là, il ne s'agit pas de remettre en cause l'état potentiellement dépressif de l'agent,
Je fais un entretien avec un agent où je dis bah ça va pas, t'as pas atteint tes objectifs, tu as du mal à intégrer dans ton équipe et autres. On peut tout à fait comprendre et accepter que cet agent-là ait un état dépressif, éventuellement entre guillemets post-traumatif à la suite de cet entretien. Donc je ne vais pas remettre en cause ça. Par contre, ce que je peux remettre en cause, c'est la qualification de cet entretien en tant qu'événement soudain et violent qui puisse être qualifié d'accident de service. Et dans ce cas-là, je vais motiver ma décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service du stress post-traumatique et de l'incapacité temporaire de travail qui en découle par le fait qu'il n'existe pas d'événement qui puisse être qualifié d'accident. À partir du moment où ça s'est déroulé dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir, j'ai le droit de dire aux agents que ça va, que ça va pas. J'ai le droit de faire des remarques. J'ai le droit de prendre des mesures disciplinaires. J'ai le droit de lui faire des recommandations. Plus que le droit, c'est mon boulot en tant que manager de faire ce genre de remarques. À partir du moment où je le fais avec des propos qui sont des propos normaux dans le cadre d'une relation de management normale, sans insultes, sans violence. C'est sûr qu'il y a une différence entre j'envoie un petit courriel à Jenna en disant voilà, dans le cadre du suivi de ton intégration sur ce nouveau poste, je t'invite, je te propose un entretien dans lequel on va voir comment ça se passe et compagnie. Et puis un petit coup de téléphone derrière en disant voilà, tu as reçu mon mail, est-ce que ça va, est-ce que bon. Et puis durant cet entretien, je lui dis bah Jenna, voilà tes objectifs, machin, je remarque que tu t'intègres pas dans l'équipe, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et autres. Ah, c'est sûr que ça, c'est pas un événement. Par contre, si j'arrive le matin et que je suis là, Jenna, dans mon bureau, et que Jenna arrive et que je lui dis de toute façon, t'es nul, tu capes un beigne, t'arrives pas à communiquer, t'es qu'une cruche. Là, on a un dépassement de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et on a un événement qui est soudain et violent. Et je peux avoir cet événement soudain et violent qui permet la qualification d'accident. Et dans la mesure où ça a lieu sur le temps, le lieu, à l'occasion de l'exercice des fonctions, et que Jenna n'a pas commis d'erreur, et qu'il n'y a pas d'autres éléments permettant de détacher l'événement des services, eh bien, je suis bien dans l'imputabilité. Donc vraiment, l'enjeu, il est là, sur la qualification d'événement. Et ça a eu des débats d'ailleurs avec des consultants où il y ait la notion d'accident de service. Non, en fait, on a deux notions. La notion d'événement qui puisse être qualifié d'accident et la notion de service qui serait lié au service, mais cette notion qui est liée au service, elle est présumée quand ça a eu lieu sur le temps, le lieu et les conditions d'exercice des fonctions. Par conséquent, ben, sans accident, pas de reconnaissance de l'imputabilité. Peu importe qu'il y ait une preuve du lien entre l'événement et la dépression de l'agent. S'il n'y a pas d'événement de soudain évoluant, il n'y a pas d'accident. S'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'imputabilité au service. Donc, pas d'événement soudain et violent, pas d'accident, pas d'imputabilité. Et du coup, même si je déprime à cause du travail, à cause de cet événement, eh bien, la dépression n'est pas imputable au service. Alors, on a une autre jurisprudence aussi, assez récente aussi, qui est très intéressante, qui tourne autour de cette notion d'événement, qui, cette fois, concerne la Cour administrative d'appel de Lyon du 30 novembre 2022, où c'est un agent qui, d'un seul coup, en service, a eu un état de stress et des difficultés respiratoires. Et donc, mais il n'y a pas d'un seul coup, hop, stress et difficultés respiratoires, et donc, elle demande l'imputabilité au service. Et donc, le juge nous rappelle que pour reconnaître l'imputabilité au service d'un accident, eh ben, il faut un événement particulier, une chute, une altercation avec impatience. Et deuxièmement, il faut regarder le lien entre l'événement et la lésion. Et on retrouve la même logique. S'il n'y a pas d'événement, eh ben, il n'y a pas de lien. Et en l'occurrence, la crise d'angoisse n'est pas la conséquence d'un événement particulier constitutif d'un accident. Alors après, est-ce que dire que la crise d'angoisse est elle-même un accident? Très bien, mais elle est où la lésion dans ce cas-là? Si c'est la crise d'angoisse qui est l'événement, où est-ce qu'est la lésion? Je ne peux
pas, la crise d'angoisse peut pas être à la fois l'accident et la lésion, puisque dans ces cas-là, il est impossible de faire le lien entre l'événement et la lésion. Donc le juge considère que la crise étant l'événement, l'agent n'apporte la preuve d'aucune lésion et donc refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa crise d'angoisse, puisqu'à la limite, c'est l'événement. Alors après, si elle avait une crise d'angoisse, qu'elle était tombée et qu'elle s'était fait mal au coude, oui, le mal au coude serait imputable au service. J'ai un événement à la crise d'angoisse sur le temps, sur le lieu, à l'occasion du service, et j'ai une lésion qui est le problème de coude. Sauf à prouver que mon agent était en état d'ébriété manifeste et que c'est ça qui est l'origine d'eux, enfin, tout élément détachant l'événement du service. Alors, cette jurisprudence n'est pas totalement nouvelle. On a eu la Cour administrative d'appel de Douai qui, en l'occurrence, est extrêmement moderne hein, sur ces questions-là et qui a eu à connaître d'une situation un peu similaire où c'est un agent qui a fait une crise d'angoisse après la réception du compte-rendu de son entretien. Et du coup, eh bien, le juge a considéré que cette crise n'était en soi ni un événement, ni la conséquence d'un événement précisément déterminé de nature à caractériser un accident de service. Donc, refus, là encore, de l'imputabilité en absence d'événement. Est-ce que tu as des questions, Jenna? Il y avait une question, mais au fil de ta présentation, tu as pu répondre à Madame Dubois. Voilà. Très On bien. va laisser. Après, on reprendra tout à l'heure, dans quelques Oui. instants. Alors, une petite JP du 9 janvier sur l'obligation de moyens en matière d'aménagement. Un petit rappel, hein, l'obligation, l'aménagement de poste est une obligation de moyens et non de résultats. Et pour rebondir sur la question de la convocation à un entretien, elle est quand même conditionnée par le fait que je puisse mettre en œuvre cette obligation, notamment en ayant des entretiens avec l'agent. Donc, démontre avoir respecté son obligation de moyens, l'employeur qui a mis en œuvre les préconisations du médecin de prévention et qui a tenté de s'entretenir plusieurs fois avec l'agent qui n'a pas répondu aux sollicitations. Et donc, du coup, l'employeur n'a commis aucune faute en s'abstenant d'aménager le poste de l'agent, compte tenu finalement du comportement de l'agent. Et on est là encore dans un élément très important en matière de comportement des agents. J'ai des droits, mais en fait, je dois participer à la mise en œuvre de ces droits. Et si j'ai un frein par rapport à ça, je peux tout à fait justifier des décisions qui seraient des décisions de refus X ou Y liées à tout ça. Alors, dernier point, c'est une petite jurisprudence sous forme de BD de la Cour administrative d'appel du 30 décembre 2022 concernant le licenciement pour abandon de poste. C'est une jurisprudence d'État, mais qui s'applique tout à fait à l'hospitalière, étant donné que c'est une jurisprudence, enfin l'abandon de poste est exactement structuré de la même manière, quel que soit le versant. Premier élément, donc c'est un agent qui a été contraint de donner un CDI à un agent par le juge administratif avec effet rétroactif au 1er octobre 2007. Donc bon là, c'est le contexte, donc c'est un agent qui a un CDI. Et puis l'employeur organise une réunion de rentrée avec cet agent-là, Madame A, qui devait être présente. Et là, pas à Madame A qui était convoquée à cette réunion. Du coup, l'employeur lui écrit différents courriels, essaie de l'appeler et Madame A ne répond pas. Et donc, l'employeur décide de passer aux choses sérieuses et de lancer la procédure d'abandon de poste et lui envoie 2 lettres de mise en demeure, de rejoindre son poste et de justifier son absence. Alors, entre parenthèses, on n'a pas besoin d'en envoyer 2, hein. Une suffit à partir du moment où on respecte certains éléments et c'est justement l'objet de cette jurisprudence. Donc pas de réponse et donc l'université notifie la décision de licenciement de Madame A compte tenu de son absence de réaction. Et du coup, Madame A fait un recours et demande
l'annulation de ce licenciement et des dommages et intérêts pour réparer son préjudice. Et un des arguments qu'elle utilise, c'est que eh bien, la mise en demeure n'était pas suffisamment claire, la mise en demeure ne précisait pas le risque encouru. C'est-à-dire que la mise en demeure ne disait pas de manière claire: vous êtes mis en demeure de reprendre vos fonctions avant le ou de justifier notre absence. À défaut, je procéderai à votre licenciement pour abandon de poste sans les garanties de la procédure disciplinaire. Du coup, le juge annule pour ce point-là. Et la cour administrative, l'université employeur fait appel et demande l'annulation du jugement. Et le juge d'appel, eh bien, non seulement confirme le jugement, mais en plus de ça, à la question: la mention du risque encouru est-elle une garantie procédurale ou une condition pour tirer les conséquences de l'abandon de poste? Le juge nous répond que ce n'est pas une garantie procédurale, mais c'est une condition pour pour que soit caractérisée une condition d'abandon de poste. Donc on n'est même pas dans d'Antony dans ce cadre-là. On est dans une condition qui, si elle n'est pas remplie, eh bien, va entraîner de facto l'annulation de la décision. Dès lors, nul besoin de rechercher si l'absence de cette mention a privé Madame A d'une garantie. Le simple fait que je n'ai pas marqué clairement le risque de radiation des cadres sans procédure de la procédure disciplinaire entraîne l'annulation de la procédure d'abandon de poste. On est arrivé sur tout ce que je voulais vous dire. Du coup, on peut répondre aux dernières questions. Par contre, je demanderai de Jenna du coup d'interrompre l'enregistrement parce qu'on va être là peut-être un peu plus dans des questions Merci. Merci Florent, merci pour ta présentation. Hop, j'arrête l'enregistrement.